Et de deux, maintenant vous savez ce qu'il faut aller chercher. Ouais, ça va prendre un petit peu plus de temps et un peu plus de travail encore. C'est pas pour tout de suite le titre. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5 réactions sur le Grand Prix de Hongrie 2021. C'est parti. Première réaction, forcément, on va parler du très grand Esteban Ocon, et on parle pas de son mètre 86 qui a du mal à rentrer dans une monoplace de Formule 1, mais bien évidemment de son talent et de sa vitesse qui sont indéniables depuis qu'il est arrivé en F1 en 2016 si je dis pas de bêtises, donc ça fait déjà un petit moment et franchement ça fait plaisir de l'avoir vu gagner hier. La course nous a donné des circonstances exceptionnelles, un petit peu comme pour Pierre Gasly finalement, mais il fallait tenir 65 tours avec un quadruple champion du monde aux trousses. Autant vous dire que la tâche n'était pas du tout facile. Aucune erreur d'Esteban Ocon. Bon allez, si, on va lui dire que il y a 2-3 petits moments où il a fait des petites escapades un petit peu loin de la corde au virage 1, mais sinon absolument aucune erreur, aucun blocage de roue, donc c'était vraiment absolument parfait. Stratégiquement parlant, oui, ça s'observait beaucoup avec Vettel, et sur la fin du premier relais, pendant une dizaine de tours à peu près, Vettel lui a mis la pression. Plusieurs fois Vettel est parti au large au virage 1 avec un freinage très tardif. Bref, on n'aurait pas dit comme ça, mais vraiment ça roulait à la limite. Au final, on a vu assez tôt dans la course qu'avec Hamilton notamment, l'undercut était extrêmement puissant. Donc le fait de s'arrêter avant tout le monde, de mettre des pneus neufs et de repartir pleine balle, ça fonctionnait vraiment de ouf. Donc Vettel avait un énorme avantage de position d'être derrière Esteban Ocon, parce que c'est lui qui pouvait décider de s'arrêter avant et justement de mettre en difficulté Esteban vis-à-vis des arrêts au stand. Au final, c'est quand Sainz est passé au stand et qu'il bombardait de ouf en hard que là chez Aston on a pris la décision de rentrer. Entrée compliquée au stand pour Sebastian Vettel qui a bloqué les roues arrière, ça a déclenché l'anticalage pour éviter que le moteur se coupe, donc il a perdu du temps là-dessus et l'arrêt a été un chouïa long, une seconde de plus je crois que l'arrêt d'Esteban Ocon. Ça a failli vraiment passer pour l'Aston, probablement qu'ils perdent la course, ou du moins une énorme opportunité de sortir devant Ocon là-dessus. Derrière, on avait Hamilton qui était seul à avoir une voiture vraiment au-dessus de tout le monde. Là, il n'y avait vraiment aucun match. Mais les difficultés de dépasser rendaient la tâche vraiment compliquée pour remonter. Et il a fini par buter sur Sainz. Donc on a opté pour une stratégie alternative de full attaque. Sauf qu'il a buté sur un client beaucoup plus difficile à dépasser, sans vouloir faire d'ombre à Carlos Sainz, Fernando Alonso. Alors oui, Fernando Alonso a permis à Esteban Ocon d'aller chercher sa victoire en se battant avec Hamilton. On va y revenir, mais c'est une victoire d'Esteban et surtout d'Alpine, une victoire d'équipe. Course parfaitement exécutée pour les deux voitures. On a réfléchi à comment maximiser pour rapporter le plus de points possible. Ça passait évidemment par la victoire, mais aussi par le positionnement de Fernando Alonso. Donc vraiment aucune erreur. Bravo, ça a fait le job. Par contre, j'avoue que je pensais que retenir Hamilton 1 ou 2 tours, ça allait suffire. En fait, pas du tout. Le retenir 10 tours, c'était juste à peine limite. C'est vous dire la vitesse insolente de la Mercedes en médium par rapport à toutes les autres qui étaient en hard. Donc c'était chaud, c'était très chaud. Deuxième réaction, forcément, on va enchaîner avec ça, on va enchaîner avec la bataille des titans. Elle était incroyable cette bataille entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. 40 ans, toutes ses dents et surtout un sacré coup de volant de la part d'Alonso. Vous voulez une vidéo sur l'art de l'attaque et de la défense ? J'ai rien à vous proposer, vous avez juste à regarder cette bataille, c'est absolument somptueux. Je crois que c'est probablement la première fois qu'on voit Hamilton devoir autant se défoncer et se sortir les doigts vraiment pour un combat rapproché comme ça sur plusieurs tours depuis au moins 5 ans. Je dirais depuis au moins qu'il n'y a plus Rosberg chez Mercedes. Donc là, il a vraiment tout donné. Alors forcément, on va rentrer un petit peu dans le détail si vous voulez bien. La première chose, c'est que Hamilton n'arrivait pas à se hisser à la hauteur d'Alonso au premier virage, qui est pourtant une belle zone de dépassement. En fait, le dernier virage, c'est un virage à moyenne vitesse où il faut de l'appui aérodynamique. Hamilton est obligé de rentrer à la corde dans le virage alors qu'Alonso élargit pour préparer sa sortie, avoir plus de vitesse de pointe en bout de ligne droite.
Ainsi, Hamilton évite en premier lieu le sillage d'Alonso et son dirty air, et donc du coup ça évite de perdre de l'adhérence. Mais par contre, il doit limiter la casse en sortie de virage parce qu'il se retrouve justement dans les turbulences d'Alonso. Donc, visiblement, peu de chances de se retrouver côte à côte au premier virage. Donc, il fallait arriver à déstabiliser Alonso sur ce premier virage en essayant de le feinter pour pouvoir l'attaquer beaucoup plus fortement dans le deuxième virage. Dans le deuxième virage, justement, par l'extérieur, 2 fois, Alonso, en vieux briscard, écarte sa trajectoire et empêche Hamilton de conclure la manœuvre par l'extérieur. Je pense que là, à ce moment-là, Hamilton se dit « Bon, ok, j'arrive pas à l'enrouler par l'extérieur, je vais lui faire croire que je vais encore essayer de faire l'extérieur, mais sauf que je vais essayer de le croiser justement dans ce virage, et je vais le passer, je vais essayer de me retrouver à sa hauteur et essayer de le passer avant le virage 4, comme ça sera fait. » Donc, il croise dans ce fameux deuxième virage, mais Alonso est pas con, il voit venir la manœuvre et se plante à la corde pour l'obstruer dans sa manœuvre. Hamilton ne peut pas réaccélérer autant qu'il lui faut et ne peut que retenter au virage 4, sauf que tant qu'Alonso sera à l'intérieur, Hamilton prendra beaucoup trop de risques de tenter un dépassement par l'extérieur au virage 4. Et vu qu'il joue le titre Lewis Hamilton et que Alonso il joue absolument rien, Alonso il a rien à perdre alors qu'Hamilton a tout à perdre. Une fois seulement, Hamilton réussit à se hisser aux côtés d'Alonso dans le virage 1 pour le croiser et le fumer, mais Alonso reste bien évidemment à la corde et empêche Hamilton de pouvoir mettre plein gaz pour pouvoir justement le fumer. Donc si on résume, virage 1, faut qu'on plonge, clairement faut plonger pour aller chercher Fernando Alonso, mais on n'arrive pas à être assez proche, donc c'est compliqué. Virage 2, par l'extérieur, ça va être compliqué, Alonso va toujours vouloir écarter et nous fermer la porte par l'extérieur, donc par l'extérieur c'est pas possible. Par l'intérieur, il va nous voir arriver, la manœuvre elle est téléphonée entre guillemets, donc ça on va pas y arriver. Dans le virage 3, bon c'est pas possible, dans le virage 4 c'est hors de question de prendre par l'extérieur, tant qu'Alonso sera à l'intérieur, on prendra trop de risques, on essaiera de le dépasser, mais on le dépassera peut-être par l'extérieur ou hors de la piste, on va prendre trop de risques, donc c'est pas la peine. Du coup, comment on fait pour passer sur Fernando Alonso ? Eh faut provoquer l'erreur. Tour 64, Hamilton encore un peu loin, fait une feinte très tardive, il se décale comme s'il allait plonger à l'intérieur, mais se ravise. Alonso arrive tout juste dans sa zone de freinage, concentré sur ce qui se passe derrière avec des pneus qui commencent d'ailleurs à bien souffrir, il bloque et tire tout droit, Hamilton passe, c'est terminé. Voilà comment on a eu 10 tours de pur kiff où Hamilton finalement a été obligé même de faire des tours de relâche entre ses attaques pour justement pouvoir préparer une nouvelle attaque. Donc ça a été absolument vraiment somptueux. Alonso a défendu comme un lion, comme dit Esteban Ocon, il a défendu comme jamais, parfaitement. Même la petite touchette n'est véritablement pas agressive et comme on dit, rubbing is racing, donc tant que c'est juste des petites touchettes comme ça, pneu contre pneu, ça va. Il n'y a eu vraiment aucune agressivité, mais vraiment que du placement intelligent des deux pilotes. Combien de fois on veut voir ce duel ? Oui. Alors j'en profite rapidement pour parler d'Hamilton qui était littéralement séché à la fin du Grand Prix. J'ai eu vraiment un petit peu peur qu'il s'effondre sur le podium, il était vraiment dans le mal. Là pour le coup, il a vraiment tout donné. Alors a priori, il a eu un petit peu le même cas à Silverstone où il se sentait pas super bien à la fin de la course. Sauf que là en Hongrie c'était vraiment plus violent selon ce qu'il a dit et a priori ce serait du fait peut-être un effet secondaire on va dire au Covid qu'il a contracté en décembre 2020. Il a dû changer notamment son entraînement à cause de ça et là depuis 2 Grands Prix c'est un petit peu plus compliqué et même toute l'année ça a été compliqué pour lui physiquement parlant. Donc je sais pas si on peut parler de Covid long ou ce genre de choses. Faudra attendre de voir comment ça évolue, mais on espère évidemment qu'il va se remettre d'aplomb pour le bien du championnat, parce qu'on veut avoir un beau championnat jusqu'à la fin avec Verstappen. Bon, alors j'en profite aussi pour parler de la classe de Fernando Alonso sur le podium. Pour Ocon, il y a de la joie, il y a du respect, de l'humilité. Oui, ça tranche avec avant, et j'adore, vraiment j'adore. Mais ne vous inquiétez pas, hein, au fond, il a probablement le seum de ne pas être sur la plus haute marche du podium, hein, et j'ai presque envie de vous dire... Heureusement que intérieurement il doit avoir le seum de voir son coéquipier sur le podium entre guillemets. Évidemment il est heureux pour lui mais il a un petit peu le seum quand même parce que c'est ce qui en fait justement, c'est ce qui fait son esprit, cet esprit de combativité, cet esprit de hargne etc. d'être l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 au monde. Donc effectivement je pense qu'intérieurement il doit avoir un petit truc en disant bon la prochaine elle est pour moi. Et oui, la prochaine, elle sera probablement pour lui. Arrivera un jour où Esteban Ocon devra peut-être rendre l'appareil. Plus ce jour arrivera tôt, mieux ce sera. Plus il arrive tard et plus les enjeux seront importants et plus ça pourrait mal se terminer. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant, c'est la lune de miel entre les deux coéquipiers, ça fait plaisir.
Troisième réaction, on va parler forcément du carnage du premier tour, on va parler de bowling. Alors je vais pas spécialement parler de spare, de strike, de ce que vous voulez, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors tout de suite on va mettre les choses au clair, ceux qui pensent que Bottas a prémédité une attaque sur les Red Bull et tout, arrêtez. Non, arrêtez vraiment, ou alors allez jouer au loto, mais arrêtez de regarder la Formule 1, parce que si vous pensez que ça c'est prémédité, à ce moment, allez jouer au loto, parce que vous pourrez deviner les numéros, ou alors il faut que Bottas aille jouer au loto du coup. Bref, on va rentrer un petit peu dans le détail pour voir un petit peu ce qui s'est un petit peu passé avec tous ces pilotes qui sont allés au tapis. On va commencer d'abord par le mauvais départ de Valtteri Bottas. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que les pilotes qui étaient placés du côté droit de la piste ont eu du mal. Norris quand même prend un très bon départ et se place devant. Bottas loupe son point de freinage, il est derrière une voiture, il perd forcément de l'appui aérodynamique, blocage de roues, et là, à partir du moment où il bloque les roues, il ne peut absolument plus rien faire. Boum. Dans ces conditions, en fait, à partir du moment où vous bloquez les roues, c'est terminé. Vous n'arriverez plus à freiner votre voiture. Vous glissez tout simplement, donc c'est mort. Alors oui, oui, putain, le ricochet sur les deux Red Bull, bordel de merde. Non mais c'est incroyable, c'est pas possible. Moi, j'en peux plus. Je suis pas pour Mercedes ni pour Red Bull, mais s'il vous plaît, putain, laissez Perez et laissez Verstappen tranquille, merde. C'est pas possible là. Stop. Stop! Bottas, qu'est-ce qu'il fait? Il explose le diffuseur de Norris, qui percute Verstappen et Bottas percute Perez. Résultat des courses, allez, on fait le compte. Bottas explose sa suspension sur le premier contact avec Norris. Voilà, de toute façon, peu de chance que la voiture sorte de là indemne. Bisous. Diffuseur et fond plat explosé pour Norris. La voiture manque d'appui et la direction est d'ailleurs éclatée en plus. Obligé d'abandonner, bisous. Verstappen, qui a rien demandé, se fait littéralement exploser le bargeboard droit, il n'y a plus rien, voilà, tout simplement. Et une partie du fond plat, sans compter quelques dégâts sur le ponton droit, réparable. Perez se fait exploser l'arrière droit de la voiture, obligé d'abandonner, le moteur qui était en train de prendre un petit peu trop cher. Il était absolument furax en sortant de la voiture, bisous. Bon alors oui, Bottas assume, évidemment, hein, de toute façon je veux dire ça crève les yeux. Il a loupé son point de freinage, alors ça arrive, surtout dans ce genre de conditions, l'erreur arrive vraiment super vite, c'est très tendu. Ça aurait pu arriver vraiment à n'importe qui d'autre. Pas de chance, ça tombe sur Bottas qui fait un strike, mais effectivement, ça aurait pu arriver à beaucoup d'autres pilotes. Mais c'est vrai, et comme le dit très justement Norris, on s'attend à ce que les gars qui sont devant avec des bonnes voitures fassent pas ce genre d'erreur. Alors peut-être que Bottas manque tout simplement d'expérience, ou peut-être que ça fait longtemps qu'il s'est pas retrouvé dans des batailles dans le midfield. Bon bah alors ça tombe bien, puisque justement, l'année prochaine, on va en parler. Alors un autre qui a joué au bowling et qui pourtant fait peu d'erreurs dans ce genre de conditions et qui pourtant adore aussi ce genre de conditions, eh ben il s'appelle Lance Stroll. Alors, Lance Stroll. Alors contrairement à Bottas, il n'a pas bloqué les roues tout de suite. Il a même freiné un peu avant tout le monde, mais il a eu un tout petit décrochage du train arrière sur une descente de rapport, ce qui lui a fait perdre l'équilibre de la voiture. Et sur un freinage dans ces conditions, une fois que vous avez perdu l'équilibre, la voiture ne freine quasiment plus. Il a du mal à arrêter sa voiture, il essaye d'éviter tout le monde, mais boum Leclerc, boum Ricciardo. Si vous avez déjà roulé sur iRacing, vous savez pertinemment ce que peuvent ressentir Leclerc, Norris, Verstappen, Ricciardo ou encore Perez. C'est un peu grossier de voir ça en Formule 1. Encore une fois, une erreur, ça arrive vraiment très vite. Là, c'est vraiment un concours de circonstances, parce que mettre dehors autant de têtes d'affiche, enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais bon, on va pas se plaindre, parce que derrière, ça nous a quand même donné une super course, et alors là, ça, c'était cool. Quatrième réaction, on l'attendait beaucoup trop. Les Williams, les deux Williams dans les points. Oh yes, oh ça c'est bon, ça c'est incroyable. Ils n'avaient pas marqué de points depuis le Grand Prix de Hockenheim, le Grand Prix d'Allemagne 2019, et une course totalement folle, hein, d'ailleurs comme jamais. Mais alors là, dans l'ensemble, même s'il y a eu des têtes d'affiche qui sont tombées en tout début de course et des grosses équipes qui étaient hors course, la majorité de la course a été faite sur le sec et à la régulière. Et ça, c'est super important. Ils avaient quand même un très bon rythme sur l'ensemble de la course. Alors oui, c'était suffisant pour pas se faire dépasser. Et Dieu seul sait que sur le Hungaroring, c'est très difficile. On l'a vu avec Hamilton
de dépasser. Donc forcément, le circuit a joué aussi en leur faveur et les a aidés à aller chercher ces gros points qui vont leur faire beaucoup de bien. Russell justement qui s'est dit allez hop, on s'en fout, on va tenter quand même de partir en premier sur le deuxième départ dans la voie des stands, voilà, parce qu'après tout, pourquoi pas. J'avoue que j'étais un petit peu sur le cul, hein, mais il a rendu les places derrière. Alors je sais pas si y a des circonstances un peu exceptionnelles, cas exceptionnels, etc. qui fait qu'on doit garder la même place qu'on a eu sur la grille dans les stands, ou si justement c'est un petit peu, on fait un peu ce qu'on veut ou ce qu'on fait. Je suppose que personne n'a vraiment engueulé, donc du coup tout le monde a eu plus ou moins la même place qu'il avait en rentrant dans les stands. J'avoue que je sais pas, je suis pas allé vérifier. Dans tous les cas, faut que j'aille chercher un petit truc dans le règlement. J'ai pas encore eu le temps de le faire parce que la procédure pour un nouveau départ est claire. Toutes les voitures doivent revenir sur la grille, sauf celles qui doivent prendre le départ depuis les stands. Techniquement, je suppose que dans ce cas, il y a une autre ligne quelque part dans le règlement qui permet justement de rentrer au stand, de changer des pneus, etc. Ou genre un cas de force majeure ou je sais pas quoi. Mais j'avoue que c'est un petit peu bizarre cette ligne. Auquel cas, en fait, finalement, tout le monde, sauf Lewis Hamilton, devrait prendre une pénalité. Enfin là, ça n'aurait plus aucun sens, mais j'avoue que je suis un petit peu curieux. Si jamais vous connaissez la réponse, etc., en fait, moi, je suis allé chercher ça parce que l'année dernière, on avait mis des pénalités à Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui étaient rentrés au stand justement avant le premier départ. Alors peut-être que ça compte pour le premier départ, mais pas pour un deuxième départ après drapeau rouge et tout. Enfin bon, bref. Si vous connaissez la réponse, avec plaisir, je la prends dans les commentaires, comme d'habitude. Bref, des points pour Williams, ça a la même saveur qu'une victoire. Russell était sincèrement super ému à l'arrivée de la course, et surtout cela place Williams en 8e position au championnat constructeur et de loin, car Alfa Romeo et Haas auront bien du mal à la régulière d'aller chercher autant de points. Il faudra prendre des opportunités sur des courses un peu folles comme celle-là, mais là, Williams vient de faire le break pour le championnat et largement. On en profite pour parler du fait que Mercedes reprend la tête du championnat et que Ferrari et McLaren sont à égalité de points. Et c'est Aston, avec la disqualification de Sebastian Vettel, qui prend le plus cher dans la bataille pour la 5e place. Ce n'est pas encore terminé, mais c'est un petit break pour Alpine qui leur fait vraiment du bien. Cela fait depuis 2018 que Williams se retrouve à la dernière place du championnat. Est-ce enfin un petit éclaircissement après des années extrêmement difficiles et une voiture qui progresse depuis 2 ans? Oui, clairement, la Williams aujourd'hui en termes de performance pure vaut probablement la 8e place. Quasiment, je dirais, à égalité avec Alfa Romeo qui ne cesse d'ailleurs de se manger des pénalités dans tous les sens, etc. Bref, et puis ces deux voitures larges devant, les Haas qui sont vraiment à la rue. Alors j'attends de voir avec impatience l'année prochaine si Williams arrive à continuer à progresser, c'est vraiment super important, j'aimerais bien les revoir reprendre du poil de la bête, mais là pour l'instant c'est sur une super bonne pente, fallait prendre des gros points sur une course exceptionnelle comme ça a été fait. Latifi devant Russell, bon, on s'en fiche, le but du jeu c'était de prendre des points et ça a été le cas pour les deux voitures, donc ça c'est magnifique. Allez, 5e réaction. Bon alors là j'ai fait un fourre-tout parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Donc du coup c'est plus un fast five, c'est un fast five avec le five qui est un petit peu plus fourre-tout quoi on va dire. J'avais envie de réagir sur plein d'autres choses sur cette course. D'abord, premièrement, je voulais réagir sur Max Verstappen. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais Max Verstappen, incroyable d'arriver à planter les points malgré le carnage et le côté droit qui était totalement mort. C'est vraiment pour le coup un exploit qu'il ne se soit pas mis dehors tout seul. Vu la bagnole qu'il a roulée, elle devait être inconduisible, ça devait être vraiment une horreur. Il a perdu tellement d'aéro et d'appui à cause du bargeboard que prendre 2 points, c'était vraiment ultra important pour le championnat. Ça peut se terminer pour 1 point et chaque point compte. Donc vraiment bravo à Max Verstappen. Ça a été une course vraiment incroyable. Voilà, on aurait préféré que ça se passe autrement. Gasly, lui aussi, a fait une très belle course, tout comme Tsunoda d'ailleurs. C'est beau, même si les AlphaTauri auraient pu et probablement dû être à la bataille devant. Ils avaient le rythme, mais une fois la course lancée, difficile de suivre une autre voiture et de dépasser, on l'a vu encore une fois. En plus, meilleur tour dans les derniers instants de course, donc bravo à Pierre Gasly et à Yuki Tsunoda. On n'est pas passé loin non plus du bowling de Pierre qui a failli faire un spare avec Sergio Pérez qui arrivait roue totalement bloquée au virage 1 du premier départ. Il a pris la rocade derrière et après ça allait être forcément compliqué puisqu'il se retrouvait quasiment dernier. On va parler forcément aussi de Carlos Sainz. Sainz, alors si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je le portais pas dans mon cœur il y a quelques années, mais alors là... Là, il nous fait masterclass sur masterclass cette année. Là, il a envoyé paître l'ingénieur Ferrari en disant non, attends, frère, tu vas arrêter et éviter de faire de la merde, s'il te plaît, sur ma stratégie. Tu vas me laisser faire l'overcut.
Il a fait l'overcut, ça s'est bien passé, il a réussi à sortir devant tout le monde, à se mettre en bonne position pour le podium. Une fois que le bouchon Alonso a sauté par Lewis Hamilton, la différence de vitesse ne laissait absolument aucun doute. Hamilton allait le bouffer, malheureusement, quoi qu'il arrive. Là, encore une fois, la diff de perf entre la Mercedes en pneu médium et toutes les autres en pneu hard. Attention au cassage de rétine en regardant le chrono parce qu'alors là c'est syncope totale. Je vous en ai parlé, forcément ça va peut-être vous surprendre, c'est arrivé très tard hier soir dans la soirée. Vettel qui malheureusement se fait disqualifier sur une erreur bête. Toutes les voitures doivent avoir 1 litre dans le réservoir pour que la FIA puisse prélever du carburant et faire des analyses d'après-course pour voir s'il n'y a pas eu de tricherie et si ce carburant respecte bien le règlement technique. C'est une règle qui ne date pas d'hier, d'autres se sont fait disqualifier de la même manière. Alors Aston Martin a fait justement appel car il reste plus d'1 litre de carburant dans le système entier, dans le moteur, dans la voiture entière de Sébastien Vettel, sauf que la FIA a donné quand même plusieurs chances hier justement à l'équipe pour pouvoir extraire ce fameux litre de carburant. Ils ont réussi seulement à en extraire 0,3 litres, donc ce n'est pas assez. Preuve que la FIA est quand même de bonne foi et dit ok, bon alors vous avez peut-être du mal, machin, allez venez, on essaie de faire les choses bien. Ils ont réussi à extraire 0,3, c'est pas assez. En fait, il faut que physiquement parlant, on puisse prélever 1 litre. Donc c'est 1 litre finalement entre guillemets dans le réservoir et non pas dans le système. Malheureusement, j'ai l'impression, en tout cas vu comment c'est parti, qu'il y a peu de chances que l'on rende cette magnifique 2e place à Sébastien Vettel. Les règles sont les règles, c'est vraiment super moche. Moi ça me fait chier de ouf, j'aimerais bien qu'il garde cette 2e place. Mais la règle c'est la règle les gars, et c'est aussi pour ça que les 2 Williams de George Russell et de Nicolas Latifi se sont arrêtés juste après la ligne d'arrivée parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir suffisamment de carburant pour faire le tour de décélération. Pendant toute la course en fait justement, beaucoup d'équipes, si ce n'est probablement toutes les équipes, ont fait du lift and coast parce que je suppose qu'on est parti avec moins d'essence que prévu avec les averses. On s'était dit que avec les conditions de pluie on allait économiser un peu de carburant, mais comme on a roulé quasiment que sur du sec avec pas mal d'attaques, au final ça a été plus compliqué pour tout le monde. Et comme je vous le disais, donc ouais, les Williams se sont arrêtés à la fin, juste après la ligne d'arrivée pour sauvegarder ce litre de carburant évidemment. C'est ainsi que s'achève ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve à la fin du mois d'août pour le Fast 5 du Grand Prix de Belgique. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, portez-vous bien, ciao ciao.